Cécilia Attias admet aujourd'hui que la vérité qu'elle a longtemps cachée sur son mariage avec Nicolas Sarkozy n'a jamais ressemblé à ce que la France imaginait. Derrière les dorures et les sourires officiels, elle décrit un monde où l'ambition dévore l'intimité et où chaque silence pèse comme une menace. Et ce qu'elle s'apprête à dévoiler maintenant pourrait enfin expliquer pourquoi elle a quitté l'Élysée sans un mot. Née au croisement de trois héritages culturels, la rigueur russe, l'élégance espagnole et la mesure française, Cécilia Attias grandit dans un univers où chaque détail façonne un caractère complexe. Son père, tailleur d'origine russo-juive ayant échappé à la pauvreté pour devenir un artisan recherché par les élites parisiennes, lui transmet une discipline froide, une manière de regarder le monde sans illusion. Sa mère, descendante de la lignée albénize, apporte à la maison une grâce silencieuse, faite de musique, de culture et d'une mélancolie raffinée. De cette fusion naît une jeune fille aussi indépendante que secrète, dont la finesse n'exclut jamais une forme d'inaccessibilité. Très tôt, Cécilia se montre rétive au parcours balisé. Au lieu de se conformer, elle observe. Elle analyse les gestes, les non-dits, les fractures minuscules qui trahissent une vérité que les adultes tentent de masquer. À l'adolescence, sa rébellion est subtile, presque imperceptible. Elle ne claque pas les portes, elle s'éloigne simplement. Elle s'inscrit en droit, puis abandonne sans drame, consciente que son avenir ne se construira pas dans les amphithéâtres, mais dans les interstices du pouvoir, là où les personnalités révèlent ce qu'elles cachent le plus. Sa vie bascule lorsque Jacques Martin, figure aimée du paysage audiovisuel français, entre dans son existence. Leur mariage n'est pas seulement une union sentimentale, c'est une initiation. Brusquement, Cécilia quitte l'ombre des salles de classe pour les salons feutrés où se côtoient journalistes, conseillers, ministres et producteurs. Sous les lumières douces des réceptions privées, elle découvre un monde où tout est calculé, les paroles comme les silences, et où le sourire sert souvent de rideau à des intrigues souterraines. Elle s'y tient droite, presque distante, absorbant chaque nuance comme une spectatrice lucide d'un théâtre dont elle comprend déjà les règles secrètes. Jacques Martin ouvre la porte, mais Cécilia n'entre jamais en simple accompagnatrice. Elle se tient légèrement en retrait, comme si cette place lui permettait de voir ce que les autres ne voient plus. Sa présence, calme et imperturbable, dérange parfois. Elle ne joue pas le rôle attendu de la femme décorative. Elle écoute, décode, mémorise. Aux yeux de certains, elle semble effacée. En réalité, elle construit silencieusement une identité bien plus affûtée que celle que l'on prête habituellement aux femmes de l'ombre. Dans ce va-et-vient entre apparence et profondeur, quelque chose se forme, une tension intérieure, un appel à une scène plus vaste. Cécilia n'appartient ni au monde du spectacle, ni tout à fait à celui des médias. Elle flotte entre les deux, attirée par ce territoire que peu osent franchir, là où la politique et l'intime se mêlent dangereusement. Rien ne l'Y pousse ouvertement, pourtant tout la prépare. Car sous l'élégance discrète, sous la réserve presque glaciale, sous les choix apparemment discrets d'une jeune femme encore méconnue, se devine déjà une trajectoire implacable. Cécilia semblait seulement accompagner, marcher deux pas derrière, rester dans les coulisses. Mais chaque regard, chaque silence, chaque retrait n'était en réalité qu'un pas de plus vers la lumière brutale des sphères où se joue le pouvoir. Elle n'est pas encore au centre de la scène. Mais déjà, sans que personne ne s'en doute, la femme que l'on croyait reléguée aux marges s'avance vers l'endroit où le destin l'attend, le cœur même du pouvoir français. La première rencontre entre Cécilia et Nicolas Sarkozy n'a rien d'un coup de foudre classique. Elle ressemble plutôt à une rupture dans le temps, un de ces moments où l'air semble changer de densité avant même qu'un mot ne soit prononcé. C'était lors d'une cérémonie officielle à Neuilly-sur-Seine, un événement sans éclat particulier, où les sourires protocolaires se succédaient comme des gestes appris. Au détour d'un mouvement de foule, leurs regards se croisent. Pas un regard prolongé, pas un défi, juste une seconde suspendue, assez longue pour révéler une tension invisible, assez courte pour qu'on puisse prétendre ne rien avoir remarqué. Et pourtant, tout commence là, dans ce micro-silence où chacun semble reconnaître chez l'autre une faille qu'il cherchait à dissimuler. À cette époque, ils sont tous deux mariés. Elle, dans une union structurée, presque chorégraphiée, avec Jacques Martin. Lui, fraîchement divorcé mais encore lesté des responsabilités familiales. La rencontre n'aurait dû être qu'un échange poli. Mais il y a dans le regard de Sarkozy cette manière directe, presque intrusive, de sonder l'autre, comme s'il cherchait déjà un allié plutôt qu'une simple présence. Cécilia, elle, accueille ce regard avec une réserve élégante, un demi-sourire imperceptible qui n'accorde rien, mais ne repousse rien non plus. Entre eux s'ouvre alors un espace clandestin, un territoire intérieur où l'interdit devient une forme de vertige. Les premières lettres, dit-on, sont arrivées quelques semaines plus tard. Des mots écrits à la hâte, mais chargés d'une intensité inhabituelle pour un homme absorbé par sa propre ascension. « Tu serais ma force, mon égale, celle qui voit plus loin que les autres », aurait-il écrit dans l'une d'elles. Sarkozy ne séduisait pas, il recrutait,
il convainquait, il promettait. Et Cécilia, malgré la prudence qui façonnait chaque décision de sa vie, sentait se glisser en elle quelque chose d'inattendu. Une curiosité dangereuse, mais irrésistible. Ils se voient d'abord en public, toujours à distance, toujours comme deux personnes parfaitement conscientes de leur rôle social. Mais derrière les portes closes, au fil des conversations dérobées et des échanges tardifs, une dynamique s'installe. Sarkozy avance, frontal, brûlant, impatient, comme si chaque minute privée était une conquête. Cécilia, elle, répond par fragments, une phrase mesurée, un silence maîtrisé, une observation acérée. Il se nourrit de sa lucidité, elle analyse son besoin de contrôle. Là où lui cherche l'embrasement, elle bâtit une dissidence intime, discrète, presque invisible, mais bien réelle. Cette tension évolue vite. Trop vite. Il passe du flirt contenu au rendez-vous volé, des mots prudents aux confidences impossibles. Il promet un avenir où elle serait plus qu'une compagne, ma conseillère, mon miroir, la seule qui osera me dire la vérité. Pour la première fois, quelqu'un reconnaît publiquement l'intelligence stratégique qu'elle dissimule derrière ses silences. Et cela, plus que tout, fissure ses défenses. Mais l'interdit à son prix. Les premières rumeurs surgissent, les premiers soupçons s'installent. Un geste trop tendre surpris lors d'un dîner, un appel passé trop tard dans la nuit. Le cercle politique, toujours à l'affût de la moindre faiblesse, commence à murmurer. Les fissures, à peine visibles, deviennent blessures. Les deux mariages vacillent. Celui de Jacques Martin, construit sur la stabilité, se craquelle sous l'ombre d'une passion qu'il ne peut ni comprendre ni combattre. De son côté, Sarkozy voit ressurgir les fantômes de son passé conjugal, avivant tension et jalousie. La liaison devient alors une évidence, mais une évidence qu'il faut nier, un paradoxe parfait. Il sème dans les interstices, à la marge, dans les heures mortes où les lumières des bureaux s'éteignent une à une. Et pourtant, c'est dans cette clandestinité que naît la première fracture. Ce qu'il gagne en intensité, il le perd en équilibre. Car une histoire née dans l'ombre porte déjà en elle la promesse du chaos. C'est ici, dans cette passion qui défie les règles et ronge les certitudes, que se dessine la première véritable ligne de rupture. Celle qui annonce que le prix de cet amour sera payé plus tard, et très cher. À partir du moment où leur relation devient officielle, ou plutôt impossible à nier, Cécilia et Nicolas Sarkozy glissent peu à peu dans un territoire où l'amour n'est plus un refuge mais un instrument. Ils ne sont plus seulement deux êtres liés par une passion clandestine. Ils deviennent un couple politique, une entité hybride où le sentiment et l'ambition se nourrissent l'un de l'autre tout en s'autodétruisant. Entre eux, tout est intensifié, les disputes comme les réconciliations, les élans comme les blessures. Ils s'aiment avec la même force qu'ils s'affrontent, incapables de trouver une frontière claire entre leur intimité et les stratégies qui rythment leur journée. Les premiers temps ressemblent à un pacte tacite. Elle l'aide à rédiger ses discours, à affiner ses postures, à comprendre ce que la caméra capte et ce qu'elle ignore. Il la traite comme une conseillère secrète, celle qu'il consulte au milieu de la nuit après un débat télévisé ou un dîner tendu avec un allié. Mais rapidement, le pouvoir change la texture même de leur lien. Sarkozy, dans sa course ascendante, devient plus nerveux, plus abrupt, plus méfiant. Tu dois être plus incisif, mais aussi plus humain, lui glisse Cécilia, selon un proche cité anonymement par le Figaro. Ses conseils, d'abord accueillis avec une confiance presque aveugle, se heurtent bientôt à l'ego d'un homme qui se sent porté par un destin exceptionnel. Les disputes commencent à s'installer, longues, circulaires, étouffantes. Elles éclatent pour un détail, un mot trop sec, un regard interprété comme une critique. La jalousie, elle aussi, devient un invité permanent. Sarkozy, hyper vigilant, ne supporte pas l'idée que Cécilia puisse être admirée, convoitée, remarquée. Elle, de son côté, se lasse de devoir justifier ses moindres gestes, de vivre sous une surveillance affective qui se superpose à la surveillance médiatique. Ce mélange d'amour et de contrôle crée une tension qui dévore leur nuit. Ils passent des heures à disséquer les sondages, les alliances, les menaces politiques, jusqu'à ce que la politique infiltre chaque recoin de leur vie. Dans une lettre non publiée, mais citée dans une biographie, Cécilia aurait confié « Il ne restait plus rien de nous. Tout devenait calcul, symbole, stratégie. » Puis vient l'Élysée, ou plutôt, ce qui en précède l'annonce, une campagne haletante, saturée de caméras, où chaque apparition publique façonne une image qu'ils doivent jouer à deux. Ce n'est plus un couple, mais un dispositif. À mesure que Sarkozy gravit les échelons, Cécilia est aspirée dans un univers où les gestes les plus simples se transforment en messages politiques. Un sourire trop froid devient une rumeur, une absence devient un scandale, un froncement de sourcils déclenche une chronique acerbe. Elle ressent ce glissement comme une strangulation lente. L'Élysée n'est pas un palais, c'est une cage dorée dont on ne trouve la clé qu'en perdant quelque chose de soi.
Cette phrase, rapportée par une amie dans un ouvrage non autorisé, résume le vertige psychologique qui s'installe en elle. Chaque jour, tout devient performance. Les couloirs du palais, toujours trop éclairés ou trop sombres, vibrent d'une tension qui leur colle à la peau. Les conseillers défilent comme des ombres disciplinées, apportant notes, chiffres, avertissements. Dans les salons historiques, les caméras se dressent comme des sentinelles, prêtes à capturer la moindre faille, la moindre crispation. À table, ce ne sont pas des repas, mais des négociations. Dans leur chambre, ce ne sont pas des confidences, mais des briefings. La vie privée se dissout entièrement. Et dans cette mécanique implacable, leur couple se fissure. Plus Sarkozy avance, plus il s'enferme dans une agitation constante, une fébrilité presque douloureuse. Cécilia note ses excès, ses emportements, ses obsessions. Lui, de son côté, supporte mal qu'elle ne se plie pas totalement à son rythme politique. Elle devient insaisissable, selon un conseiller cité dans Marianne. Il devient ingérable, selon elle. Les nuits blanches se succèdent. Pas des nuits passionnées comme au début, mais des nuits où il fixe des tableaux de sondage, où il se dispute sur la moindre phrase prononcée, sur la couleur d'une veste, sur une absence dans un meeting. Le pouvoir agit comme un acide lent, il polit leur force, mais corrode leur fragilité. Et bientôt, il ne reste plus qu'un champ de bataille affectif où chaque mot porte l'empreinte d'une stratégie déformée. Leur amour, qui autrefois les exaltait, devient une matière instable, prête à exploser au moindre contact. L'ambition qui les avait rapprochés devient le même moteur qui les éloigne. Cécilia voit son monde rétrécir, chaque espace occupé par un protocole, chaque minute par une obligation. Sarkozy voit le sien s'élargir, mais au prix d'une solitude qui le rend plus exigeant, plus dur, plus affamé de présence. À la fin de cette période, il ne reste presque plus rien du couple qu'il croyait former. L'Élysée, avec ses codes silencieux, ses tapis épais, ses couloirs résonnants et ses regards qui jugent, a transformé leur relation en un affrontement permanent. Ce qui devait être un mariage s'est mué en duel. Et ce qui devait être un foyer est devenu autre chose. Non plus un refuge, mais un champ de bataille. À mesure que Nicolas Sarkozy s'élève vers les sommets de la vie politique française, la relation intime qu'il partage avec Cécilia Attias entre dans une zone de turbulence dont ils ne sortiront plus jamais indemnes. Les tensions, d'abord diffuses, deviennent soudain explosives. Tout repose sur un découpage précis, presque cruel. Lui veut conquérir le pays, elle veut simplement être entendue. Deux trajectoires incompatibles, deux vertiges contraires. Sarkozy exige une présence constante, une loyauté sans faille, un soutien sans nuance. Cécilia, elle, réclame quelque chose de plus fragile mais essentiel. Un espace où sa voix ne se dissout pas dans le tumulte politique. Très vite, ces besoins opposés se heurtent avec une violence sourde. Le quotidien bascule alors dans une alternance de passions brisées et de conflits ravageurs. La jalousie devient une seconde peau. Chaque déplacement officiel offre un terrain fertile aux soupçons. Chaque dîner, chaque photo, chaque retard enflamme les interprétations. Dans les couloirs du pouvoir, les rumeurs courent plus vite que la vérité. On murmure qu'il entretient une proximité suspecte avec une journaliste. On chuchote qu'elle, de son côté, n'est plus totalement seule lors de ses voyages privés. Les médias flairent quelque chose, les collaborateurs observent, les conseillers protègent, et les brèches s'élargissent. Le couple ne parvient plus à cacher ce que les regards indiscrets savent déjà. Les disputes deviennent féroces, impossibles à contenir. Tout tournait autour de lui. Je ne pouvais plus respirer, aurait confié Cécilia dans une lettre privée évoquée dans une biographie non autorisée. Sarkozy, lui, oscille entre l'hypercontrôle et la panique, il veut tout maîtriser, la scène politique comme la vie intime. Cécilia, de plus en plus étrangère à ce monde étouffant, sent une fissure s'ouvrir en elle, un appel vers un ailleurs qu'elle ne sait pas encore nommer. Cet ailleurs prend forme lors d'une rencontre inattendue, Richard Attias. Loin du tumulte politique, loin des micros et des caméras, il lui offre quelque chose que Sarkozy ne lui offre plus depuis longtemps. L'écoute, une écoute calme, entière, sans agenda. Attias ne la réduit pas à son rôle de compagne du ministre le plus ambitieux de France. Il la regarde comme une femme qui pense, qui ressent, qui doute. Cette reconnaissance silencieuse agit comme un révélateur. Ce qu'elle croyait perdu, la liberté intérieure, la possibilité d'exister pour soi, refait surface. Ce n'est pas encore une liaison, mais déjà une fuite. Une respiration clandestine. Les rumeurs, pourtant, ne tardent pas à s'emparer de ce rapprochement. Les conseils ministériels s'en inquiètent, les journalistes s'y intéressent, l'entourage politique se crispe. Sarkozy, à l'approche de la campagne présidentielle de 2007, voit son univers se contracter autour d'un noyau de peur et de méfiance. Chaque geste de Cécilia est scruté,
interpréter. Lui, absorbé par la conquête de l'Élysée, devient plus nerveux, plus explosif, incapable de gérer ce qui lui échappe. Elle, prise en étau entre un mari en ascension et une vie personnelle en ruine, se replie dans un silence glacé. La campagne amplifie leur chute. Elle doit apparaître à ses côtés, sourire, rassurer, jouer le rôle de la future première dame. Mais derrière les flashs, elle se désagrège. Les photographies montrent une femme élégante, immobile. Les témoins racontent une femme absente, dissociée. Dans les soirées électorales, les regards appuyés, les gestes trop lents, trahissent quelque chose de brisé. Certains conseillers parleront plus tard d'une présence spectrale, une silhouette qui ne semblait déjà plus appartenir à cette histoire. Le fossé entre eux devient un abîme. Les scandales éclatent alors sans retenue. Une revue évoque les « nouvelles nuits agitées » du couple. Un hebdomadaire laisse entendre que Cécilia aurait trouvé refuge dans une relation parallèle. D'autres insinuent que Sarkozy, accaparé par son destin, s'est entouré d'admirations féminines ambiguës. Tout cela crée un climat de paranoïa presque irréversible. Cécilia ne sait plus si elle est aimée, surveillée ou utilisée. Sarkozy ne sait plus si elle est alliée, menace ou fantôme. Leurs gestes deviennent mécaniques. Leur intimité, une zone morte. La fracture se produit peu après la victoire électorale. Tandis que la France célèbre son nouveau président, Cécilia s'efface. Elle ne crie pas, elle ne dramatise pas, elle ne frappe aucune porte, elle disparaît. Pendant plusieurs jours, elle quitte l'Élysée sans laisser d'adresse, laissant derrière elle un silence qui pèse plus lourd qu'un scandale. Les conseillers paniquent. Les journalistes s'interrogent. Sarkozy se mure dans un mutisme inhabituel. Et la France découvre, médusée, que la première dame a déserté le palais présidentiel quelques semaines à peine après l'investiture. C'est l'apogée de leur effondrement. La crise n'est plus seulement conjugale, elle devient institutionnelle, médiatique, historique. Ce qui restait de leur mariage se dissout définitivement dans cette absence. Car en disparaissant, même pour quelques jours, Cécilia révèle ce que personne n'avait osé comprendre. Leur union n'était plus un foyer, c'était un champ de ruines. Et de ces ruines, elle choisit de s'éloigner en silence, pour la première fois, mais certainement pas la dernière. Les 5 mois que Cécilia Attias passe comme première dame de France ne ressemblent en rien à une ascension. Ils sont une suffocation lente, comme si chaque pièce de l'Élysée retenait son souffle en même temps qu'elle. Dès l'investiture, elle comprend que ce rôle n'a rien à voir avec le pouvoir réel. C'est un protocole étroit, une cage où l'on attend d'elle qu'elle sourie, qu'elle se taise et qu'elle s'efface. Les conseillers s'agitent autour d'elle comme des silhouettes nerveuses, traquant la moindre hésitation, la moindre absence. Dans ce palais saturé de symboles, Cécilia se sent étrangère, presque intruse. Les murs dorés lui rappellent moins la grandeur de la République que l'étouffement discret d'une vie qui n'est plus la sienne. La pression médiatique ne tarde pas à s'intensifier. Chaque sortie publique devient un exercice de survie. Chaque silence, un sujet d'interrogation. Les photographes, embusqués derrière les grilles, guettent la crispation de son visage, la lenteur de ses pas, la distance qu'elle met entre elle et son mari lors des cérémonies officielles. Et à l'intérieur, ce n'est guère mieux. Les collaborateurs du président murmurent que la première dame n'est pas fiable, trop absente, trop distante. Certains vont jusqu'à suggérer qu'il faudrait la cadrer davantage pour éviter un incident diplomatique. Cécilia, qui a toujours détesté les cages, réalise peu à peu qu'elle n'est plus seulement surveillée. Elle est jugée, interprétée, déformée. Son absence d'enthousiasme pour la vie protocolaire devient, malgré elle, un scandale silencieux. Puis survient l'épisode des infirmières bulgares en Libye, moment clé qui cristallise toutes les contradictions de sa position. Envoyée pour négocier leur libération auprès du régime de Kadhafi, elle opère dans un univers diplomatique brutal, opaque. Contre toute attente, elle réussit. Les infirmières rentrent en France, saines et sauves. Mais au lieu d'être célébrée, cette mission devient un foyer de controverse. La presse s'interroge. A-t-elle agi seule? A-t-elle outrepassé son rôle? Pourquoi l'Élysée semblait-il si divisé sur son intervention? Les journalistes parlent de diplomatie parallèle. Certains conseillers dénoncent un dérapage, tandis que d'autres voient en elle une influence incontrôlable. Pour Cécilia, cet épisode est une révélation amère. Même lorsqu'elle accomplit un acte concret, humain, visible, elle demeure un problème, jamais une solution. À partir de là, la rupture devient inévitable. Le fossé entre elle et Sarkozy, déjà béant, devient irréparable. Ils ne partagent plus de moments à l'abri du regard public. Ils ne se parlent presque plus sans la médiation d'un conseiller ou d'un agenda. Dans les soirées officielles, ils se tiennent côte à côte comme deux figures de cire. Cécilia ressent que sa présence n'est plus attendue,
seulement tolérée, comme si elle était devenue un élément décoratif qu'on pourrait tout aussi bien retirer de la scène. Alors, elle prend une décision rare pour une première dame, disparaître. Pas de drame, pas de valise. Seulement une absence. Pendant plusieurs jours, elle quitte l'Élysée par une sortie secondaire, emportant avec elle le peu de liberté intérieure qui lui reste. Autour d'elle, c'est la panique. Les collaborateurs inventent des excuses. Les journalistes flairent le scandale. Sarkozy, lui, se renferme dans un silence opaque, celui des hommes pour qui la réalité finit par dépasser le contrôle. Le divorce arrive quelques semaines plus tard, dans une mise en scène austère que personne n'oubliera. Pas de conférence de presse. Pas de photos. Pas de mots d'adieu. Seulement un communiqué laconique, froid comme une porte qui claque. Le président de la République et son épouse ont décidé de mettre fin à leur union. Une déclaration presque administrative pour une rupture qui, elle, est tout sauf ordinaire. Les réactions s'entrechoquent dans le pays. La presse parle d'un séisme institutionnel. Les familles recomposées murmurent leur propre jugement. Le cercle politique, habitué aux apparences invincibles, découvre avec stupeur un président vulnérable, humain, déstabilisé. Sarkozy, dans ses rares confidences, lâchera plus tard « J'ai perdu bien plus qu'un mariage. J'ai perdu une part de moi. » Mais l'histoire, elle, retiendra surtout le silence de Cécilia. Car l'image qui restera, celle que retient la France, est celle-ci. Une femme traversant un couloir trop long, trop lumineux, trop vide. Un pas rapide, presque imperceptible. Une porte latérale qui s'ouvre, puis se referme sans bruit. La porte dérobée de l'Élysée se referme sur sa silhouette. Et avec elle, un chapitre entier du pouvoir français s'effondre. Comme une scène finale où la lumière s'éteint avant qu'on ait compris ce qui venait réellement de se jouer. Il existe, dans les marges du pouvoir, des objets qui ne sont jamais montrés, jamais confirmés, mais dont la simple rumeur suffit à faire trembler ceux qui s'en approchent. Pour Cécilia Attias, cet objet prend la forme d'un petit carnet relié de cuir noir. Le « carnet noir » dont parlent depuis des années journalistes, conseillers, anciens collaborateurs et ennemis silencieux. On dit qu'il n'a jamais été ouvert en public. On dit surtout que s'il l'était, il pourrait fissurer des carrières entières. Personne ne sait exactement quand il apparaît. Certains affirment que Cécilia a commencé à y écrire au début de l'année 2007, lorsque l'atmosphère de l'Élysée devient suffocante, saturée de secrets, de trahisons voilées et de calculs à peine dissimulés. D'autres situent ses premières notes bien plus tôt, lors des années où, tapie dans l'ombre des réunions politiques, elle observait ce que les autres ne voyaient plus. Les alliances instables, les regards pesants, les promesses murmurées entre deux portes. Dans tous les récits, une constante demeure. Le carnet n'a jamais quitté son sac, comme une protection, ou peut-être comme une menace. Les rumeurs sur son contenu sont multiples, presque trop précises pour être totalement inventées. On y trouverait, dit-on, une liste de noms, personnalités politiques, grands patrons, journalistes influents, associés à des échanges discrets, des transactions implicites, des arrangements qui ne devaient jamais apparaître dans les communiqués officiels. On y lirait aussi des fragments de conversations entendues lors de dîners feutrés, où le pouvoir se distribue à voix basse, entre deux éclats de rire civilisés. Un conseiller anonyme, cité dans un article non signé de Marianne, affirme avoir aperçu des notes sur des engagements verbaux non tenus, des promesses d'appui médiatique contre un soutien politique, ou encore des faveurs aux cousines avouées. Une autre source, issue du cabinet présidentiel de l'époque, rapporte que Cécilia notait parfois une phrase, un nom, un chiffre, sans jamais expliquer pourquoi. Comme si elle voulait garder trace d'un monde où la vérité, souvent, ne survit que par fragments. Mais au-delà de ce qu'il contiendrait, c'est ce que le carnet représente qui lui donne sa puissance. Sa simple évocation évoque un pouvoir silencieux. Un pouvoir que Cécilia n'a jamais cherché à exercer de manière frontale, mais qu'elle a porté en elle comme une forme de lucidité. L'Élysée est un lieu de lumière officielle et d'obscurité réelle. Le carnet noir incarne cette dualité, la liste invisible de tout ce qui ne doit pas être dit, tout ce qui ne doit pas être vu, tout ce qui soutient, protège ou détruit une présidence. Pour beaucoup, il représente une menace, pour d'autres, une vérité, pour tous, un mystère. Le carnet n'a jamais été publié, jamais montré, jamais photographié. Cette absence alimente sa légende. Plus il reste invisible, plus il devient vraisemblable. Dans le paysage politique français, où chaque rumeur est scrutée, chaque secret amplifié, le carnet noir de Cécilia occupe une place singulière. Celle d'un mythe moderne, assez réel pour inquiéter, assez insaisissable pour qu'aucune négation officielle ne suffise à l'effacer. Aujourd'hui encore, il accompagne l'image publique de Cécilia Attias comme une ombre fine. On la décrit comme une femme qui sait, une femme qui a vu les coulisses du pouvoir sans en devenir prisonnière, une femme qui pourrait,
si elle le voulait vraiment, faire basculer des équilibres. Le carnet devient alors une extension d'elle-même, discret, élégant, parfaitement maîtrisé, mais capable d'une force redoutable. Dans les interviews récentes, lorsqu'on lui demande si ce carnet existe réellement, Cecilia ne confirme rien. Elle sourit à peine, cette manière si particulière qu'elle a de rester opaque tout en révélant l'essentiel. Et dans ce demi-silence, chacun projette ses peurs, ses théories, ses fantasmes. Comme si, finalement, le pouvoir le plus redoutable n'était pas dans les pages écrites, mais dans l'idée même que ces pages puissent exister. Ainsi, le carnet noir n'est pas seulement un objet. C'est un symbole, celui de la vérité tue, du pouvoir en coulisses, de la fragilité des hommes qui prétendent être invincibles. Et à travers lui, Cecilia Attias apparaît telle qu'elle est devenue. Une femme qui a traversé l'ombre du pouvoir et qui, désormais, en connaît les secrets les plus sombres. Après avoir quitté l'Élysée, Cecilia Attias ne cherche ni à se cacher ni à se justifier. Elle choisit simplement de changer de vie. Radicalement, silencieusement, presque élégamment. Son mariage avec Richard Attias marque le début d'une existence plus vaste, plus internationale, mais paradoxalement plus discrète. Entre New York, Marrakech et Genève, elle s'éloigne du vacarme politique pour retrouver un rythme qui lui appartient enfin. Plus de caméras collées à ses pas, plus de conseillers qui auscultent ses silences, plus de devoirs invisibles. Elle reconstruit sa vie comme on reconstruit une maison après un incendie, lentement, calmement, en choisissant chaque pierre avec soin. Avec Richard, elle découvre une forme de stabilité nouvelle, non pas l'illusion d'un refuge, mais un espace sans compétition, sans stratégie. Il n'attend pas d'elle qu'elle joue un rôle. Il ne lui demande ni de sourire pour la presse, ni d'endosser un costume de première dame bis. Leur quotidien s'organise autour de projets professionnels, de voyages mesurés, de conversations qui ne cherchent pas à atteindre un objectif politique. Un couple sans spectacle, sans protocole. Un couple sans public. Dans cette nouvelle vie, Cecilia retrouve quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps, son propre visage. Elle reprend le contrôle de son image en l'effaçant de la scène publique. Elle apprend à disparaître comme un acte de liberté, non comme un aveu. Elle devient une femme que l'on aperçoit rarement, mais chaque apparition, brève et élégante, semble dire qu'elle s'est recomposée loin du tumulte qui l'avait brisée. Et puis, un jour, après 18 ans de silence, elle accepte enfin de parler. Pas pour raviver les blessures, pas pour régler des comptes, pas pour dévoiler ce que les autres ont tenté d'étouffer. Elle parle pour mettre un point final, comme si sa voix, longtemps retenue, ne pouvait surgir qu'au moment exact où elle ne serait plus l'écho de personne. « Je voulais juste la vérité », dit-elle dans une interview récente. Une phrase simple, presque dénuée d'émotion, mais qui porte le poids de tout ce qu'elle a vécu. Ce choix de parole tardive n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de souveraineté. Car ce que Cecilia Attias incarne aujourd'hui dépasse l'histoire d'un mariage ou d'une présidence. Elle représente ces femmes que l'on relègue aux coulisses du pouvoir, mais qui en voient toutes les failles. Ces femmes que l'on croit façonnées par les hommes qu'elles accompagnent, alors qu'elles survivent précisément parce qu'elles refusent d'être définies par eux. Son silence fut une armure. Sa parole, une libération. Et au terme de ce long parcours, une vérité demeure. Dans le royaume du pouvoir, les hommes règnent peut-être, mais ce sont souvent les femmes qui en connaissent la véritable profondeur, celle que l'on ne voit que lorsqu'on a eu le courage d'en sortir.